Voilà, c'est bon. Donc ce soir, on est là pour parler précisément du moment de formalisation de l'antisémitisme qui a lieu au 19e siècle. On va voir ce que ça veut dire formalisation. C'est-à-dire c'est le moment où vraiment le mot antisémitisme apparaît et où cette théorie qui est une vision du monde, évidemment qui prend les juifs pour cible, mais c'est une vision du monde qui va au-delà de la question anti-juive, si on peut dire. Elle est formalisée au 19e, mais elle repose sur des éléments, des accusations qui sont créés avant le 19e siècle, donc à partir de l'Antiquité et tout au long du Moyen Âge. Je ne vais pas revenir sur cette partie-là, mais on pourra refaire des rappels s'il y a des questions qui vont dans ce sens-là. Mais je considère que ça, c'est connu, sauf si vous me demandez de faire des rappels sur certains points. Mais là, donc, je vais vraiment partir de la Révolution française. Et donc, on y va tout de suite. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, Ouais. ça va? Super. Jean-Michel et d'autres, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour pas qu'on entende? Merci beaucoup. Donc, le point de départ pour la discussion de ce soir, c'est la Révolution française. J'ai choisi des images assez classiques, hein, la prise de la Bastille, le serment du jeu de paume, etc. Puisque il se passe quelque chose de particulier pour les Juifs à la Révolution française. C'est le moment où, fait singulier, en Europe, pour la première fois, les Juifs accèdent à des droits. Vous savez, au Moyen Âge, le droit chrétien contraignait les Juifs à vivre de manière séparée des chrétiens dans des ghettos. Les relations sexuelles étaient interdites. Les Juifs avaient des restrictions sur leurs activités économiques, notamment, fait important, les Juifs étaient interdits de travailler la terre, ce qui avait des conséquences en termes de possibilités d'autonomie très importantes. Et donc la Révolution française pense le rapport à ces minorités et notamment les Juifs. Alors, les débats qui ont lieu entre 1789 et 1792 sont assez compliqués, donc je vais les résumer de manière assez brutale, mais ça va nous permettre de développer ce qui nous intéresse, parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est pas tellement faire un cours d'histoire, mais d'avoir des éléments qui permettent d'être opérationnels lorsqu'on anime la fresque contre l'antisémitisme. Donc en France, en 1789, on a une petite population juive qui est en France. On juge que c'est autour de 40 000 juifs qui sont répartis en plusieurs groupes. Mais le groupe qui va préoccuper beaucoup les révolutionnaires, ce sont les juifs d'Alsace qui ne sont pas du tout intégrés dans le tissu social et économique, à contrario de ceux qu'on appelle les juifs espagnols, qui sont dans la région de Bordeaux et qui, eux, font du commerce, sont actifs malgré les interdictions que l'Église catholique mettait en place à l'égard des Juifs. Et elle se demande donc, cette assemblée, euh, quel droit, comment fait-on pour intégrer les Juifs, sachant qu'ils forment une communauté et que nous, euh, républicains, bientôt républicains, nous voulons une nation universelle qui ne reconnaît pas les groupes en son sein. Et finalement, voilà, les débats vont être assez agités, etc. Ce qui permet de résumer en fait, le mot de fin de ce débat, c'est la conception qu'on donne souvent, celle d'un député qui s'appelle Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui est député de la noblesse, et qui dit cette phrase qu'on connaît bien, il faut tout refuser aux Juifs comme nation, il faut tout leur accorder comme individus, il faut qu'ils soient citoyens, on prétend qu'ils ne veulent pas l'être, qu'ils le disent et qu'on les bannisse, il ne peut y avoir une nation dans une nation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, eh bien, les Juifs peuvent accéder aux droits comme les autres Français, mais à une condition, c'est qu'ils renoncent à leur structure d'organisation traditionnelle.
l'école juive, la santé juive, l'état civil juif, le mariage juif. Ils doivent accepter que ce sont les lois de la République qui passent avant la halakha, donc la loi juive. Alors j'aime bien montrer cette image populaire d'époque qui est le jeu de loi de la Révolution française. Donc vous voyez pas les détails, mais c'est pas très important parce que je vais zoomer sur une case. La première case, c'est la prise de la Bastille. La dernière case, c'est le serment du jeu de paume. Et si vous regardez à la case 12, vous avez euh, eh bien, l'accession à la citoyenneté des Juifs, les Juifs réputés français, François, en se conformant à la loi. Et sur le papier que tient la personne représentée, il y a écrit «Je suis citoyen actif». Donc, ces mots-là, ils rejoignent eh bien, la conception que la République universelle en formation est en train de construire. Comment? En disant aux Juifs, vous allez pouvoir vous intégrer, accéder aux droits, mais quand même, il y a une suspicion. euh, on, on- on doit, vous devez donner des gages pour bien montrer que vous-même vous vous considérez comme des citoyens comme les autres et pas un groupe à part. Bon, cette histoire, je vais passer un peu. Vous savez, après la Révolution, on a la restauration de l'Empire. Et Napoléon, c'est lui qui va réellement mettre en place un protocole, on va dire, en fait, un certain nombre de mesures pour réellement encadrer et s'assurer que les Juifs ne forment pas un groupe qui serait la nation dans la nation, selon les mots de Clermont-Tonnerre. Comment il va faire? Donc, il va mettre en place une institution qui s'appelle le consistoire. Le consistoire de l'époque, qu'est-ce que c'est? C'est une institution qui a pour but réellement d'encadrer le culte juif. C'est l'empereur qui nomme son président, et le consistoire, c'est lui qui nomme les rabbins, c'est lui qui édicte les lois religieuses, et en s'assurant que ces lois sont compatibles avec la République. Bon, il y a une histoire aussi qu'il faudrait détailler, mais je vous la passe vite. Napoléon, après la mise en place des consistoires, va mettre en place ce qui reste dans l'histoire comme le décret infâme, qui interdit aux Juifs d'avoir des prénoms hébreux, c'est-à-dire les Juifs doivent adopter des prénoms français, ils ont des restrictions sur leur nombre, notamment en Alsace, il y a certaines restrictions sur le commerce. Donc, eh bien, ça commence comme ça, l'intégration des Juifs. C'est plutôt une injonction à s'assimiler. On pourrait résumer la doctrine de Napoléon en disant, les Juifs peuvent rester, mais s'ils deviennent français plus que Juifs. C'est aussi la naissance d'une notion qui perdure jusqu'à nos jours, même si elle est quand même assez abandonnée, mais le mot reste, c'est le mot israélite. Qu'est-ce que ça veut dire israélite? Ça veut dire le français juif, mais le mot juif s'efface au profit de ce mot israélite pour dire qu'il est avant tout français. Euh, Ça, c'est le cadre d'intégration des juifs et ça va avoir des effets très importants pour les juifs puisque, un, eh bien, c'est une première dans l'histoire qui va avoir des conséquences dans toute l'Europe, puisque les Juifs vont accéder à l'émancipation, à la citoyenneté comme les autres. Selon les pays, on aura plutôt une politique assimilationniste, donc que les Juifs disparaissent, c'est-à-dire pas qu'ils disparaissent dans les corps, mais que leurs particularités juives disparaissent. Mais en tout cas, les Juifs s'intègrent et effectivement, beaucoup se convertissent, mais beaucoup continuent de pratiquer ce qu'on appellera désormais la religion juive, mais qui va se reléguer dans la sphère privée, lorsqu'elle avait une dimension plus publique et communautaire, c'est-à-dire la mise en place de liens de solidarité, mais aussi voilà, l'école juive, le mariage, bon, tout ce que j'ai dit auparavant. Et les juifs vont eh bien, s'intégrer à la société française par divers moyens, économiquement, mais aussi politiquement. Les juifs vont participer à la vie de la cité et
du fait que les Juifs, eh bien, ressemblent à tout le monde finalement, puisqu'ils sortent du ghetto, ils ne sont plus dans les quartiers. C'est là que naît une théorie qui nous intéresse maintenant, c'est celle de l'antisémitisme. Donc, retenez bien cette idée, c'est au moment où les Juifs deviennent comme tout le monde, accèdent aux mêmes droits que les autres, s'intègrent, qu'il y a une réaction au sein de la société, bon, des sociétés européennes, mais on va s'intéresser beaucoup au cas de la France ce soir. C'est à ce moment-là que naît l'antisémitisme. Donc, pour comprendre l'antisémitisme, il faut faire un pas de recul et découper eh bien, cette théorie finalement en trois morceaux. D'abord, on va parler de l'antisémitisme comme une théorie raciale. Deuxièmement, on va parler de l'antisémitisme comme une théorie économique. Et enfin, on pourra regarder l'antisémitisme comme un projet politique avec, on va dire, c'est là où on va comprendre son, on va dire, son expression la plus, la plus virulente, qui est le complotisme. Et on aura balayé un peu ce que ça veut dire l'antisémitisme au 19e siècle. Alors, pardon, je vois alors, c'est pas une question. Je reprendrai les remarques pour après. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer d'abord par l'antisémitisme, ce que j'appelle l'antisémitisme racial. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contexte, c'est quoi? La Révolution française, eh bien, c'est accompagné d'une mesure importante, enfin plein de mesures importantes, mais une qui nous intéresse particulièrement, c'est la première abolition de l'esclavage. L'esclavage va être restauré, puis réaboli en 1848, mais la France et d'autres puissances, eh bien, euh, ont un rapport à des pays qu'ils vont bientôt occuper avec la colonisation, et ils doivent justifier, eh bien, le fait qu'ils continuent à exploiter des populations en dehors des frontières. L'esclavage étant aboli, c'est-à-dire que les Noirs ne peuvent plus être considérés comme des biens mobiliers ou immobiliers, comme des objets, c'était ça le statut de l'esclavage, eh bien, il y a de nouvelles théories qui vont permettre d'affirmer qu'il y aurait une inégalité entre différents groupes humains et que c'est cette inégalité qui justifie le fait de pouvoir exploiter les autres groupes. Alors, pour comprendre ça, je vais me focaliser sur un penseur important de cette théorie qui s'appelle Joseph de Gobineau, qui écrit ce livre au milieu du 19e siècle, qui s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines, et voilà, dans cette théorie, il y aura des conséquences importantes. Si je vous parle de ça, vous voyez, je fais un petit pas de côté. C'est aussi c'est une partie importante de la fresque, on le verra dans les cartes tout à l'heure. C'est aussi pour pouvoir articuler le lien qu'il faut arriver à expliciter auprès des élèves qui demandent mais pourquoi on s'intéresse qu'à l'antisémitisme et pas à tous les racismes? Eh bien, ce moment historique permet de comprendre comment les théories raciales en général et l'antisémitisme s'articulent entre elles. Donc, pour comprendre la pensée de Gobineau, je suis obligé de revenir, d'aller un peu dans le texte, mais vous allez voir, je fais ça de manière très vulgarisée et avec des images. Qu'est-ce que fait Gobineau dans son essai sur l'égalité des races humaines? Eh bien, il fait une histoire du peuplement du monde. Alors, c'est intéressant puisque les racialistes, ceux qui élaborent cette théorie des races, eh bien, ils se considèrent comme des scientifiques. On va le voir juste après, euh, comment leur théorie pseudo-scientifique ne tient pas la route. Mais pour justifier du fait qu'il existerait des groupes humains différents, des races, comment ils font? Eh bien, ils s'appuient sur une histoire, qui est celle de la Bible. Alors la Bible est certes un texte très intéressant à plein d'égards, il dit plein de choses, mais je ne considère pas que c'est une source fiable pour faire une histoire du monde. Mais Gobineau, lui, considère que le monde a été peuplé selon la manière dont l'Ancien Testament l'a évoqué. Alors que dit l'Ancien Testament? Il dit la chose suivante.
Vous savez, à un moment, Dieu était fâché contre les êtres humains. Il a décidé de provoquer un déluge. Donc ça, c'est le mythe biblique, hein, bien sûr. Et le monde aurait été peuplé à partir des descendants de Noé, celui qui a emmené les animaux deux par deux sur son bateau. Et le monde aurait été peuplé par ses trois fils qui sont Japheth à gauche, Cham et Sem. Donc, pour Gobineau, le monde a été peuplé par ces trois patriarches et aurait engendré les peuples suivants. Japheth, à la peau claire, les peuples japhétites, un mot que vous n'avez sûrement jamais entendu, mais vous connaissez un synonyme qui est le mot arien, qui seraient les descendants de Japheth. Cham, à la peau noire, aurait engendré les Chamites, ou les Kémites, ou les Kamites, qui seraient les Africains. Et Sem aurait été le patriarche des Sémites, et donc qui aurait engendré d'un côté Abraham, puis Isaac, Jacob, et également Ismaël. L'idée que les Sémites seraient les Arabes et les Juifs vient donc de cette lecture biblique, en fait de cette lecture racialiste de la Bible. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque le mot sémite va changer dans sa définition. Il ne finira que par désigner les Juifs. Et petit aparté encore, ce mot sémite qu'on entend souvent dans, on va dire, des discussions de comptoir, mais aussi chez certains intellectuels, l'idée que l'antisémitisme, eh bien, serait la haine de tous les sémites, et donc que les Arabes, étant des sémites, ne pourraient être antisémites, c'est une déviation sémantique, c'est une distraction du débat. Non, on va le voir, l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. Il n'y a pas de mystère là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Pour lever un quiproquo peut-être, il faut distinguer ce qu'on appelle les langues sémitiques, qui, elles, ça, c'est un concept qui est utilisé par les linguistes et les philologues, qui voient des parentés entre l'arabe, l'hébreu, l'araméen, mais également d'autres langues éthiopiennes, le persan, un tas d'autres langues. S'il y a une réalité, sûrement du point de vue de la linguistique, sur les langues sémitiques, il n'y a aucune réalité biologique sur l'idée qu'il y aurait des peuples sémites. Ça, c'est vraiment un langage qui a été diffusé par les racialistes et donc on le refuse aujourd'hui. Bon, je reviens sur Gobineau. À partir de cette théorie du peuplement du monde, il établit que l'humanité pourrait se découper en races. Et ces races, qu'est-ce que c'est? C'est que par la couleur de peau, on pourrait découper, voilà, l'idée qu'il y aurait une race blanche. Donc ça, c'est un extrait de l'essai sur l'égalité des races humaines. La race blanche qui serait elle-même subdivisée entre les Germains et les Arabes. Fait intéressant pour Gobineau, les Arabes font partie de la race blanche. La race jaune, la race noire, la race rouge, il en décrit aussi d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les typologies et les polémiques et les controverses de typologie raciale au 19e, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais retenez cette idée. D'abord, c'est la couleur de peau qui différencie les races humaines. Mais eh bien, ça suffit pas comme critère, puisque certains, on ne sait pas très bien les classer. Est-ce qu'ils sont marrons, blancs basanés? On ne sait pas très bien les classer, donc il faut aller plus loin pour eux. C'est à partir de là que tout un ensemble de pseudosciences se met en place. Vous avez déjà entendu parler de ça, évidemment. Donc, c'est la craniométrie, la physiognomonie, d'autres pseudosciences qui voient dans les formes du crâne des attributs qui seraient propres à certaines races. Donc, cette théorie, elle est complètement orientée dans le sens où on va sélectionner les crânes pour que les observations, eh bien, correspondent à la théorie préalablement initiée. C'est le contraire de la démarche scientifique. On recherche, on aboutit à une conclusion, on peut avoir une intuition qui guide cette recherche, mais là, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, on cherche des preuves pour prouver quelque chose qui est déjà établi. Donc là, c'est une planche de phrénologie où on va étudier des angles pour montrer que les personnes noires seraient plus proches des singes et de la nature, que les blancs, eux, seraient plus éloignés de l'aspect animal. Alors, en fait, ces planches, je vous l'ai dit, sont complètement pipées
puisque en fait on trouve chez les individus dites de peau blanche des mâchoires avancées, on trouve des nez épatés chez les personnes blanches, et à contrario, chez les personnes noires, on trouve des gens qui ont une grande tête, un nez, un petit nez. Il n'y a pas de correspondance entre couleur de peau et forme du crâne. Ces planches sont, eh bien, je vous l'ai dit, la méthode est pipée. Par ailleurs, les arguments avancés par les racialistes sont assez simplistes. Par exemple, on dit, voilà, les blancs sont plus intelligents que les noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plus gros crâne. Mais non seulement l'intelligence n'a rien à voir avec le volume crânien, on peut avoir une grande tête et être peu intelligent et avoir une petite tête et être très intelligent. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par intelligence, c'est aussi un débat dans lequel je me lancerai pas. Mais en fait, il n'y a pas de correspondance entre volume crânien et couleur de peau. Vous avez des blancs à la petite tête, des noirs à la grande tête, il n'y a pas de correspondance entre les deux. Donc tout est pipé dans le raisonnement. Et les racialistes vont encore plus loin. Ils considèrent qu'il y a correspondance non seulement entre forme du corps et couleur de peau, mais aussi correspondance entre forme du corps et émotion et compétence de chaque individu. Donc la phrénologie établit par exemple cette idée. Bon, alors ça, c'est des planches voilà, de pseudo-études sur les émotions que pourrait ressentir telle et telle race. Bon, je vous passe ces détails-là. Mais retenez cette idée-là, que la phrénologie, c'est l'idée que finalement, chaque race aurait des compétences qui seraient propres à sa couleur de peau. Donc dans la phrénologie, vous voyez, si vous avez le crâne qui est plus avancé vers le front, vous serez plus apte je ne sais plus exactement ce qu'ils disent, mais vous serez plus apte euh, faire, à exercer un métier comme l'agriculture ou le soin. Mais si vous avez un crâne qui se développe plutôt vers l'arrière, vous serez plus enclin à être un bon juge ou un bon avocat. C'est ce genre de théorie qui permettent de dire que chaque race a des compétences propres qui sont intrinsèques à sa race. Alors, le racisme, c'est donc un phénomène qui agit en trois étapes. On a d'abord une catégorisation, on découpe l'humanité en différents groupes. De ces catégories, pour les préciser, on a une essentialisation, c'est-à-dire qu'on fixe des caractéristiques propres à ces différentes catégories, donc des comportements, des formes du corps, etc. Et nécessairement, après l'essentialisation, vous avez la hiérarchisation. Certaines espèces sont considérées comme pouvant, certaines races, pardon, seraient plus enclines à exercer certaines activités et auraient donc des droits différents sur les autres races. Alors, il y a un débat qui n'est pas résolu. Donc, ce, on va dire ce système de pensée, dans ceux qui pensent le racisme, il est assez consensuel, hein. Ces trois étapes du racisme, c'est quelque chose qui est assez partagé chez les chercheurs. Par contre, ce qui est un débat toujours en cours, c'est de savoir quand est-ce que commence le racisme. Est-ce que c'est... Alors, quand on est hiérarchisé des races humaines, évidemment, c'est le racisme. C'est la définition du racisme. Quand on est dans l'essentialisation, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de racisme? Donc, bon, moi je pense que oui, mais c'est un débat qui a toujours lieu. Et je pose une question aussi dont je donnerai pas forcément, je ferai pas un grand développement, mais qui permet de voir comment il y a un problème dans tout le raisonnement. En fait, il y a un problème déjà dans la catégorisation, c'est-à-dire le fait de diviser l'humanité en différents groupes n'est pas neutre. Vous savez, au Moyen Âge, on catégorisait, par exemple, les sociétés selon des ordres sociaux. Ceux qui travaillent, ceux qui prient, ceux qui font la guerre. Et cette catégorisation, elle est au service d'un ordre social. Et là, on propose une nouvelle catégorisation, une nouvelle façon de découper les êtres humains, qui elle-même n'est pas innocente. Donc, il y a aussi quelque chose qui se joue là, entre catégorisation et essentialisation, mais ce sont des débats qui ne sont pas résolus. En tout cas, je ne sais pas s'ils seront un jour, mais en tout cas, c'est des débats qui sont toujours en cours. Bon, mais avant de revenir aux juifs et à l'antisémitisme, il faut insérer un nouveau concept, un autre concept, qui est très diffusé en France par ce monsieur qui s'appelle Georges Vacher de la Pouge.
qui est un des premiers tenants de ceux qui créent la chaire d'anthropologie et qui développe, par exemple, ce livre qui s'appelle L'Arien, son rôle social. Alors, Georges Vacher de la Pouge, il est connu pour avoir diffusé une notion qui s'appelle l'eugénisme. L'eugénisme, je vous la fais simple, c'est une théorie qui établit que, eh bien, lorsque les races procréent, lorsque deux individus de races différentes font un enfant ensemble, eh bien, leur enfant, eh bien, perd ses caractéristiques intrinsèques. Vous voyez, je reviens à la catégorisation de Gobineau, qui est ici. Il disait, voilà, la race blanche, ses caractéristiques, c'est qu'elle sait bien ordonner la société, elle a une propension à l'expansion, elle a une vision de la justice et des lois supérieures. Les jaunes, la race jaune, elle, euh, eh bien, ce sont des gens minutieux qui travaillent beaucoup, ils sont très astucieux, ils fabriquent la poudre et les cerfs-volants. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Gobineau. Les Noirs, eux, ils ont une proportion à ressentir les émotions très fortes. Ils sont très versés dans les arts, la culture, le rapport à la nature, bon, etc., etc. C'est à peu près tous les clichés que vous connaissez sur les populations d'origine étrangère en France, qui sont déjà théorisés dans les écrits de Gobineau. Et Vacher de la Pouche, ce qu'il apporte en plus, c'est qu'il dit, voilà, quand deux Noirs font un enfant ensemble, il y a maintient des caractéristiques intrinsèques à la race. Leur enfant saura bien danser comme ses parents savent bien danser. Si deux blancs font un enfant ensemble, c'est pareil. Leur enfant saura bien organiser la société, pourra diriger, aura des compétences de leader, il saura exercer la justice, etc., etc. Mais si un blanc et un noir font un enfant ensemble, leur enfant saura moins bien danser et moins bien organiser la société. Il y aura affaiblissement des caractéristiques intrinsèques à la race. Donc, l'eugénisme, c'est cette idée qu'il faut eh bien, organiser une séparation entre les races. On peut parler de mixophobie, donc le rejet du mélange. Et là, on vient comprendre la théorie racialiste dans son entier. Ce qui me permet de revenir aux juifs. Que disent les racialistes des juifs? Eh bien, les racialistes disent, étant donné que les juifs ont connu des déplacements, des exils, des persécutions, ils ont perdu toutes leurs caractéristiques propres et ne vivent non plus, c'est une race qui n'a plus de compétences en elle-même parce qu'elle s'est trop mélangée avec les autres peuples. C'est là l'idée que les Juifs forment une race parasitaire, dans le sens où leur condition de survie est mue par le fait, eh bien, de s'accaparer les activités des autres. Alors, j'ai une réaction, qu'est-ce que c'est? Euh, Tout à fait, l'ethnodifferentialisme, c'est l'idée de séparation des cultures, l'idée que les cultures seraient différentes. Euh, et ça se base plus sur des questions biologiques, mais là je suis vraiment au 19e. Je prendrai vos remarques pour la fin et je réagirai dessus à la fin. Donc je reviens aux Juifs. Donc la race juive ou les Sémites, comme on l'appelle déjà à ce moment-là, eh bien, il faut absolument éviter les contacts avec eux, puisque en s'accouplant avec des Sémites, les individus des différentes races perdraient toutes leurs caractéristiques d'un coup. Ce serait un réel danger, on va dire, au niveau de la transmission génétique. Ce parasitisme racial, il est là, il est présent au niveau de la transmission génétique, mais c'est ce qui explique, selon les racialistes, la propension des juifs à s'accaparer le travail d'autrui. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'idée de l'antisémitisme racial. Retenez donc, cette idée du Downing social, qui est le moment de l'idée que les différentes races seraient en compétition les unes avec les autres. Alors, il faut rendre hommage à Darwin qui s'est opposé au Darwinisme social, hein, mais donc la théorie de sélection des espèces, de Darwin, eh bien, elle ignore les facteurs sociaux et l'annule. C'est ce que Darwin a lui-même mis en lumière quand il s'est opposé aux darwinistes sociaux, dont faisaient partie les gens comme Gobineau ou Vacher de la Pouge. On a donc en même temps au 19e l'apparition du mot race tel qu'on l'entend dans le sens moderne et l'idéologie du racisme.
Retenez l'eugénisme, le refus du métissage, mais aussi l'apologie de la pureté de la race, l'idée que chaque individu de son groupe doit rester avec son groupe. Retenez l'opposition arien-sémite. Ah oui, j'ai pas dit la chose là-dessus. Dans la théorie eugéniste, eh bien, il y aurait la race au-dessus des autres qui seraient les Ariens, qui auraient un rôle historique à tenir. C'est ce que Vacher de la Pouche développe dans son ouvrage. Et il y aurait une autre race qui la mettrait en danger. Ce seraient les Sémites. Donc cette opposition arien-sémite, elle va évidemment connaître son apogée, son moment paroxystique au moment du nazisme. Ce livre, L'Arien sur le rôle social, fait partie des ouvrages étudiés et diffusés par les nazis, évidemment. Voilà, ça c'est la première partie, l'antisémitisme racial. Retenez, euh, les juifs sont vus comme une race parasite. Donc, ce morceau-là, il va s'accoupler avec d'autres éléments de l'antisémitisme. Le deuxième morceau, c'est l'antisémitisme économique. Cette théorie, pour la comprendre, il faut encore faire un pas en arrière et revenir à la Révolution française. La Révolution française, c'est un moment de grand chamboulement pour la société française, puisque on a un changement d'ordre social. On passe du féodalisme, donc la domination concrète, incarnée par les rois, les seigneurs, à une domination abstraite, un, un système social qui est en cours de globalisation et qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire un endroit de domination abstraite où ce ne sont pas forcément des individus qui exercent une domination, mais un système de valeurs qui est produit et reproduit par le travail, par la propriété privée, par la répartition des valeurs, les inégalités sociales, des richesses, etc. Et dans ce nouvel ordre-là, il y a des grands chamboulements qui s'opèrent, notamment l'exode rural, l'idée que les gens qui vivaient de leur travail, des produits de la terre, eh bien, doivent émigrer en ville pour travailler à l'usine et être exploités par ceux qui détiennent ces usines. Et dans les... Voilà, donc ça c'est le nouvel ordre, c'est la révolution industrielle qui se fait tout au long du 19e. Et dans ceux qui pensent les nouvelles conditions d'exploitation, eh bien, il y a plusieurs critiques qui vont émerger. Dans ces différents critiques, on peut les classer en plusieurs groupes qui vont devenir des groupes politiques qu'on connaît aujourd'hui. On a évidemment d'abord les contre-révolutionnaires, ceux qui sont contre la révolution, qui veulent le retour du roi ou le maintien du roi. Ils disent, enfin, c'est au sein de ces monarchistes, de ces contre-révolutionnaires, que va se diffuser une idée. C'est puisque les Juifs ont profité de la révolution en accédant à l'émancipation, c'est donc qu'ils sont à l'origine de la révolution. Ce sont eux les responsables, c'est eux qui ont provoqué la révolution. Donc ces théories, elles se diffusent dans les cercles, on va dire, catholiques euh, réactionnaires, anti-révolutionnaires, et au sein des cercles monarchistes qui veulent le retour du roi et accusent les Juifs d'avoir provoqué la révolution. Mais c'est pas le seul cercle où cette critique va se développer, elle va se développer par un autre moyen. C'est chez des gens qui, en même temps, sont heureux de la chute du roi et du passage à un nouveau système politique que le féodalisme, mais critiquent la modernité et l'exploitation au travail, l'exode rural, et cela, on les appelle les socialistes. Alors attention, les socialistes du 19e ne ressemblent pas aux socialistes du 20e, et je vais expliquer pourquoi à la fin de ce petit chapitre. Donc les socialistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent ce nouvel ordre de la société et disons qu'ils vont développer une critique qui va contribuer à diffuser l'antisémitisme. Donc, comme penseur marquant, on peut citer Alphonse Toussenel qui a écrit ce livre. Pareil, c'est milieu du 19e. Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière. On va lire juste un extrait pour vous compreniez de quel ressort il s'agit dans ce morceau d'antisémitisme.
Donc je lis Alphonse Toussenel, donc c'est publié en 1845. Tous les liseurs de Bible, qu'on les appelle juifs ou genevois, hollandais, anglais, américains, ont dû trouver écrit dans leur livre de prière que Dieu avait concédé aux serviteurs de sa loi le monopole de l'exploitation du globe, car tous ces peuples mercantiles apportent, dans l'art de rançonner le genre humain, la même ferveur de fanatisme religieux. C'est pourquoi je comprends les persécutions que les Romains, les chrétiens et les Mahométans ont fait subir aux Juifs. La répulsion universelle que le Juif a inspirée si longtemps n'était que la juste punition de son implacable orgueil, et nos mépris, les représailles légitimes de la haine qu'il semblait porter au reste de l'humanité. Bon, qu'est-ce qu'il dit globalement? Il dit, alors les Mahométans c'est un vieux mot pour dire les musulmans évidemment, ce sont les fidèles de Mahomet. Il dit, le nouvel ordre d'exploitation, eh bien, il est dû aux Juifs. On a une rencontre entre critique de la modernité et les vieilles accusations faites aux Juifs, c'est-à-dire ceux qui avaient un intérêt pour l'argent. Étant donné que nous avons remplacé les rois par la finance, c'est le titre du livre, eh bien, ce sont les Juifs qui sont responsables de l'exploitation des travailleurs aujourd'hui. Donc, dans cette idée-là, on a l'idée que, ben, on va dire, cet ancêtre du socialisme, il considère que c'est une minorité qui tire des profits de la nouvelle situation. Et cette minorité qui eh bien, a un rapport particulièrement, étant les Juifs, ce sont les Juifs qui ont imposé le nouvel ordre. Alors, je vais vous passer d'autres études, d'autres penseurs, hein, mais on peut dire que presque tous les penseurs socialistes de la deuxième moitié du 19e siècle sont tombés dans cette idée que le capitalisme, l'exploitation économique, eh bien, était confondu avec le judaïsme. On va pas le lire, mais il y a des extraits de Marx qui disent assez clairement le judaïsme et le capitalisme sont synonymes. Alors, il faut replacer ces textes dans un contexte. Euh, Karl Marx a autour de 24-25 ans quand il écrit ce texte. Ce ne sera pas du tout la même chose que lorsqu'il écrira Le Capital plus tard. On ne peut pas dire que Marx soit antisémite, mais il a produit des textes, oui, qui ont participé à la diffusion de l'antisémitisme en son temps. Ça, on peut le dire. Cet antisémitisme économique, donc, comment il fonctionne? Il dit d'abord, le capitalisme, ce n'est pas un système social complet, ce sont des individus. C'est un petit groupe qui tire des gains de la situation actuelle. Et cette personnification du capitalisme, bon, elle offre pas grande prise sur la réalité, mais elle n'est pas antisémite en soi, mais elle le devient lorsque cette personnification du capitalisme rencontre le récit diffusé par l'Église tout au long du Moyen Âge, qui était celui que il y avait un peuple qui avait un attrait préférentiel pour l'argent, qui étaient les Juifs. Et là, on tombe dans ce qu'on peut appeler l'antisémitisme économique. Voilà. Je vais résumer ce morceau-là pour l'antisémitisme économique et je vais aller à la troisième partie qui on pourrait parler d'antisémitisme politique, qui est très lié au nationalisme français. Et il faut citer donc des grands, les grands auteurs et les grands politiciens qui ont fabriqué, diffusé cette forme d'antisémitisme. Eh bien, c'est, pour en citer qu'un, c'est Édouard Drummond. Donc voilà un portrait de ce monsieur. Ce monsieur, donc, euh, il est auteur, il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle La Libre Parole, et vous le savez sûrement, il va jouer un rôle très important dans l'affaire Dreyfus, dans le camp anti-Dreyfusard, évidemment. Alors, Édouard Drummond, qu'est-ce qu'il dit? Donc, sa thèse qu'il propulse de manière massive avec la publication de ce livre, La France juive, il faut imaginer que ce livre, c'est un des livres les plus vendus du 19e siècle, c'est vraiment un best-seller de l'époque. C'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus la première année, je ne sais plus exactement combien, mais c'est des gros chiffres. Même rapportés à aujourd'hui, c'est des énormes chiffres. Euh, Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Eh bien, il propose une synthèse, finalement, de l'antisémitisme racial, de l'antisémitisme économique
et d'une théorie politique qui voudrait que finalement, eh bien, un certain nombre de maux de la société française trouveraient une solution, on pourrait les éradiquer en se débarrassant des Juifs. Alors, vous le voyez sur la première de couverture, Édouard Drummond se caricature lui-même en une figure chrétienne assez connue qui est Saint Georges et qui est connu pour la représentation qu'on a la plus commune, c'est Saint Georges terrassant le mal et le mal étant un dragon. Mais cette fois, ce n'est pas un dragon, c'est un juif, on le reconnaît, à sa barbe, à la bourse qu'il tient dans sa main droite et aux tables de la loi qui sont représentées derrière son dos. Et donc il terrasse le mal en terrassant le juif. Et qu'est-ce que dit Drummond? Il dit, la Révolution française n'a apporté qu'une seule chose, c'est la domination juive. On le voit très bien dans ce tract-là, lors de la fondation de la Ligue nationale antisémitique de France. Il est écrit dans ce tract, en 1789, les Juifs sont arrivés pauvres dans un pays riche. En 1889, les Juifs sont les seuls riches dans un pays pauvre. Donc cette, sa théorie, elle se focalise autour de la Révolution et elle désigne les Juifs comme les responsables de la souffrance que les bons Français ressentent aujourd'hui. Alors, Édouard Drummond va jouer un rôle très important donc pendant l'affaire Dreyfus, je vous l'ai dit. Cette vision donc rassemble l'aspect race parasite, mais aussi exploiteur. On le voit dans cette illustration du journal d'Édouard Drummond, La Libre Parole, où nous avons la caricature d'un juif, du juif errant, donc qui n'a pas de patrie, qui est déraciné, cosmopolite, mélangé et qui tient le monde dans ses mains, duquel dégorge, dégueule plutôt, de l'argent, des titres de propriété, voilà. Euh, Fait intéressant, retenez le titre, le sous-titre du journal, La France aux Français. Disant cela, il met une séparation entre les vrais Français et les faux Français, donc qui seraient les Juifs, qui seraient accaparés la nationalité avec la Révolution. Alors, ce qui est intéressant, on va en regarder deux pour bien comprendre ce que veut dire l'antisémitisme politique. Ligue nationale antisémitique de France, vous voyez, il n'y a aucun doute sur le fait que le mot antisémite, alors ici antisémitique, c'est un mot qu'on disait à l'époque, qu'on dit plus trop aujourd'hui, mais en tout cas antisémitisme est vraiment vu comme un mot projet politique contre les Juifs. Ça devient encore plus clair dans cette affiche. Donc c'est une affiche qui fait la promotion du candidat Adolphe Villette, qui se réclame lui-même comme candidat antisémite. Vous voyez sur l'affiche, c'est donc une affiche pour les élections législatives de 1889. Il dit votez pour moi, je suis un candidat antisémite. C'était un mot qui était vu comme positivement. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Presque plus personne ne se revendique de l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme a acquérit une axiologie, une connotation négative après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Mais à la fin du 19e, le mot antisémite est vu comme positif. Et on, on peut décrypter un peu le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Juifs ne sont grands électeurs, donc il s'adresse aux électeurs. Les Juifs ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Ils sont 50 000 à bénéficier seuls du travail acharné et sans espérance de 30 millions de Français devenus leurs esclaves tremblants. Donc les Juifs exploitent les vrais Français. Il n'est pas question de religion. Le Juif est d'une race différente et ennemie de la nôtre. C'est pas une question de religion, c'est une question scientifique. Le judaïsme, voilà l'ennemi. Ce que le judaïsme veut dire, c'est en même temps une race et en même temps une idéologie auquel qu'il faut refuser, c'est-à-dire l'exploitation économique. En me présentant, je vous donne l'occasion de protester avec moi contre la tyrannie juive. Faites-le donc quand ce ne serait que pour l'honneur. Bon, je décrypte pas tous les symboles. Vous reconnaissez le vrai français avec sa coiffe et la francisque, donc la hache à deux faces. Je sais pas comment on dit, à deux lames plutôt. Le talbun piétiné, la bourse, le veau d'or comme symbole, le veau d'or décapité, donc un symbole utilisé pour dire que le vrai Dieu des Juifs serait l'argent, en se référant au texte biblique et à ce passage du veau d'or.
Donc, remarquez aussi qu'on est en 1889, avant l'affaire Dreyfus. C'est le contexte dans lequel l'affaire Dreyfus peut se déployer. Et ce qu'il faut dire sur l'affaire Dreyfus, c'est plusieurs choses. Je ne vais pas refaire une histoire de l'affaire Dreyfus, vous la connaissez, j'imagine. Si c'est pas le cas, je vous encourage à aller au musée Dreyfus à Médan. Très bon endroit, dans lequel j'interviens et dans lequel il y aura une fresque contre l'antisémitisme bientôt aussi. Et en tout cas, ce moment de l'affaire Dreyfus est un moment où bien il va y avoir séparation entre deux courants politiques qui vont ressembler plus à ceux qu'on connaît aujourd'hui. D'un côté, ce qu'on appelle les socialistes internationalistes, la SFIO, etc. Ce qu'on va appeler la gauche, ce qui ressemble à la gauche aujourd'hui, et les socialistes nationalistes qui seront les pères de l'extrême droite. C'est le moment où la critique de la modernité qui est faite par les deux groupes en même temps, eh bien, elle va se séparer. C'est au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, quand on parle de la gauche au 19e, ça n'a rien à voir que la gauche au 20e. En tout cas, avant et après l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose qui est différent. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on lit les textes de la fin du 19e. On a beaucoup de mal à comprendre plein de choses. Par exemple, Émile Zola, éminent Dreyfusard, côtoyait presque toutes les semaines, en tout cas tous les mois, Édouard Drummond, parce qu'ils étaient tous les deux amis avec Monsieur Daudet, le poète, qui Alphonse Daudet, et ils ont porté ensemble son cercueil lors de son enterrement. Mais c'est l'affaire Dreyfus qui va créer la fracture entre les deux personnalités, de même qu'entre Émile Zola et Alphonse Daudet, et Léon Daudet, pardon, qui lui va devenir le rédacteur en chef de l'Action française, donc le journal antisémite bien connu. Donc cette sociologie des personnalités politiques à la fin du 19e, elle ressemble pas du tout à celle qu'on imagine, qui aurait pu avoir cours aujourd'hui. On imagine mal Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella boire des cafés toutes les semaines ensemble. C'est quelque chose qui semble improbable. Mais au 19e, avant l'affaire Dreyfus, c'était quelque chose qui arrivait parce qu'ils partageaient une critique du système économique ensemble. Alors, l'antisionisme, bon, on y arrive, mais là, on est sur le 19e. Donc, c'est ça la discussion qu'on a proposée pour ce soir, c'est un focus sur l'antisémitisme au 19e. Il reste un élément, et après j'ai fini, on va pouvoir parler à un mode plus de partage et aller voir la fresque. Pour comprendre l'antisémitisme, c'est un dernier élément qui va parachever la théorie comme vision de la société et du monde. Eh bien, c'est les protocoles des sages de Sion. Alors, les protocoles des sages de Sion, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie. Bon, je vais vous donner des exemplaires plutôt qu'on arrive plus à lire, mais en tout cas, les protocoles des sages de Sion, c'est un document. On sait aujourd'hui, donc c'est un faux, qui a été rédigé dans l'entourage du tsar de Russie. Donc il faut se passer dans le contexte russe. Qu'est-ce que c'est? Début 20e, eh bien, le tsar de Russie sent que ça chauffe pour sa tête. Et il a raison, puisque la révolution bolchevique va avoir lieu en 1905, puis en 1917, mais il sent qu'au sein du peuple, eh ben, il y a une vague anti-monarque qui a commencé en France et qui s'est étendue dans le reste de l'Europe. Et dans son entourage, eh bien, certains agents écrivent un document qui s'appelle les Protocoles des Sages de Sion et qui dénonce eh bien, la tenue d'une réunion secrète de l'internationale juive et qui a pour objectif la domination du monde. Comment? En organisant des révolutions, en coupant la tête des rois catholiques, chrétiens en tout cas, euh, en diffusant des maladies, en organisant des chocs boursiers grâce à leur entrisme dans la finance, euh, en déclenchant des guerres, bref, en reprenant, en synthétisant toutes les accusations formulées depuis l'Antiquité, en attribuant un pouvoir immense à ce groupe de secrets, et que ce plan, ce complot, aurait pour objectif, au final, de
prendre le contrôle sur le monde entier. Donc, c'est très bien illustré par la version française qui s'appelle les Protocoles des sages d'Israël, dans lequel on voit une araignée juive donc enserrer le monde, et c'est toute l'iconographie qui va se développer avec les thèses complotistes lors du XXe siècle. Alors, je m'arrête là-dessus une seconde pour en profiter pour dire quelque chose. En fait, les protocoles des sages de Sion, eh bien, ils dénoncent une réunion qui a vraiment eu lieu. Cette réunion, qu'est-ce que c'est? C'est le congrès sioniste de Bâle, qui a eu lieu en 1897, à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant la montée de l'antisémitisme, eh bien, au sein des mondes juifs, il y a plusieurs propositions, plusieurs stratégies qui sont proposées pour, eh bien, faire en sorte que les juifs puissent trouver une porte de sortie au problème de l'antisémitisme. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont proposées, mais le sionisme, qu'est-ce que c'est? Pour le dire très simplement, c'est l'idée d'aller créer un État pour les juifs. Au début, ils discutent de quel endroit, et rapidement, ils se mettent d'accord pour dire que ce pays, ce sera en Palestine. Et c'est ce qui va être, c'est ce mouvement donc qui va être le moteur de la création de l'État d'Israël, reconnu auprès des Nations Unies en 1947, et qui va déclarer son indépendance l'année suivante, en 1948. Donc cette réunion des organisations internationales juives a bien eu lieu. Mais les sionistes ne font pas du tout une réunion secrète. Au contraire, ils publicisent leur réunion, puisque leur objectif, c'est de traiter avec les puissances internationales, l'Empire ottoman, l'Angleterre, etc. La réunion n'est en rien secrète, et le plan, c'est de mettre en place un foyer pour les Juifs, bon, disons un État, pour le dire clair, un État refuge, à l'heure où, on va dire, la carte du monde est en train de se diviser en États-nations différents. Les Juifs disent, nous aussi, nous voulons créer un État pour les Juifs. Hervé, je répondrai à ces questions à la fin, parce que j'ai bientôt fini. Mais on va reprendre toutes les remarques qu'il y a eu. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important, les éléments qu'on reprend dans la phrase, c'est l'idée qu'il n'y a pas que cette solution qui est proposée au sein des mondes juifs. Il y en a plusieurs autres. Il y a les assimilationnistes, ceux qui disent on n'a qu'à arrêter d'être juif et puis on vivra plus d'antisémitisme. Alors ceux-là dont plusieurs leaders du sionisme font partie à la base, comme Theodor Herzl, ils vont beaucoup changer d'avis quand ils voient l'affaire Dreyfus arriver, puisqu'ils se disent, même un des juifs les plus insérés socialement, les plus engagés dans les valeurs patriotiques, l'armée, même lui vit de l'antisémitisme, c'est donc l'assimilationnisme est voué à l'échec. L'autre solution, qui en réalité est beaucoup plus populaire que le sionisme à la fin enfin au début du XXe, c'est le socialisme révolutionnaire qui va trouver beaucoup d'adhérents en Europe de l'Est. C'est d'ailleurs la solution qui est la plus populaire au sein des mondes juifs et, en résumé, dit l'antisémitisme est une mauvaise compréhension des mécanismes de la domination, donc il faut faire la révolution socialiste pour que les peuples européens se rendent compte que le vrai problème, c'est pas les juifs, c'est les patrons. Grosso modo, c'est ce qu'ils disent, et eux prônent une autonomie pour le peuple juif, mais dans la zone de résidence, donc le lieu où habitaient les juifs, euh, entre la Russie, l'Ukraine, et d'autres pays d'Europe de l'Est. Bon, le socialisme révolutionnaire va connaître une apogée au début du XXe, mais la plupart de ses partisans vont être exterminés pendant la Shoah. Et les survivants, eh bien, beaucoup vont émigrer soit aux États-Unis, soit en Israël, mais au sein des organisations politiques du socialisme révolutionnaire juif, notamment le Bund, qui est un des organismes les plus connus, eh bien, le fait israélien va être reconnu. Et si de nombreux bundistes et socialistes juifs eh bien, étaient farouchement antisionistes au début du XXe siècle, eh bien, ce n'est plus le cas après la création d'Israël, puisqu'ils vont reconnaître le fait israélien comme une solution au problème de l'antisémitisme. Je reviens au protocole des sages de Sion. Donc, vous l'avez compris, ça m'a permis au passage d'évoquer le sionisme, le complotisme et la théorie des protocoles des sages de Sion.
elle parle d'une vraie réunion qui a eu lieu, mais pour lui faire dire autre chose. On le voit très bien dans le titre, en fait, les protocoles des sages de Sion, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les protocoles, c'est le plan, la démarche à suivre. On le voit, en fait, les protocoles des sages de Sion se présentent comme si c'était un document révélé par un lanceur d'alerte. La version qui est diffusée aux États-Unis le montre bien, vous l'avez là à droite. La possession de ces documents en Russie soviétique est punissable d'une mort immédiate. Pourquoi? Tous les patriotes américains doivent lire ces protocoles. C'est-à-dire, c'est vraiment comme si c'était un lanceur d'alerte qui disait, voilà, on a extrait les plans d'une réunion secrète, on les diffuse, c'est les sionistes leaks, on pourrait le traduire comme ça aujourd'hui. Euh, Évidemment, c'est un faux. On a plein d'éléments pour dire que c'est un faux, mais notamment le fait que beaucoup de journalistes étaient au congrès sioniste de Bâle, car les sionistes invitent les journalistes au congrès sioniste et ne font pas état du même compte-rendu que ce que les protocoles des sages de Sion entendent démontrer. Donc ça, c'est la première partie des protocoles. Les sages de Sion, mais ce sont évidemment les sionistes, et ce qui permet de dire qu'en même temps que naît le sionisme, naît, on va dire, la première forme d'antisionisme qu'on peut qualifier de conspirationniste. Je ne considère pas que toute forme d'antisionisme est antisémite. Les antisionismes juifs qui ont eu lieu au début du XXe, eh bien, ne sont pas antisémites. Ils proposent juste, ils s'opposent au sionisme pour Je proposer m'excuse, autre chose. Jonas. Pardon, je finis. Ah ouais, non, mais on voit rien là. Ah bon? Mais non, c'est Pardon. pour ça que je suis obligée Ah, de t'arrêter. C'est parce que excuse-moi. depuis tout à l'heure, on voit plus rien. Donc, Ah, vous et on est voyez pas mon perturbé écran? on est perturbé par l'écran et du coup, on te suit moins, ce qui est dommage, quoi. Là, vous voyez plus mon partage d'écran, c'est ça? Non, plus du tout. Et ça fait 5 minutes, 3, 4 minutes, ouais. Alors, j'arrête le partage Non, non, et, n'arrête pas le partage. En et fait, je... en haut, il y a un partage d'écran avec Jean-Michel Baudouin. Il faut juste recliquer sur boussole antirassiste. C'est bon? Voilà, c'est bon. Excuse-moi, tu peux reprendre le cours C'est de bon? ton intervention. Ouais. Désolé, hein, je veux finir la partie descendante et après on pourra aller à la discussion. Je suis désolé, hein. Donc, je vous disais, les protocoles de sage de Sion se voient comme un antisioniste conspirationniste, c'est-à-dire ce plan de domination du monde, cette théorie délirante, en fait, qui est une synthèse de toutes les théories toutes les accusations qui ont été faites dans l'Antiquité au Moyen Âge, elles trouvent leur moment d'apogée parce qu'elles sont synthétisées, réunies dans cet antisionisme conspirationniste. Et voilà, ce que j'étais en train de dire, je reprends le fil. Je ne considère pas que tout antisionisme est antisémite. Il faut regarder qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'on dit. Je donnais l'exemple des antisionismes juifs. J'ai une typologie des antisionismes à vous proposer aussi de ce point de vue-là. Mais en tout cas, cette forme-là, elle est évidemment antisémite. On n'est pas dans une critique du sionisme en tant que projet politique. On est dans une projection fantasmatique de ce que serait le sionisme. Et ça permet, et c'est là que je veux en finir, l'antisémitisme se voit, on pourrait finalement le résumer à cette vision du monde qu'est le complotisme. Et on pourra dire un mot sur les Epstein Files si vous le voulez, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. Il faut différencier ce qu'on appelle les complots des théories du complot. Les complots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des projets de nuisance secrets qui ont pour but de se dévoiler. Dans l'histoire, les complots existent. Il y a eu des complots, que ce soit je sais pas, le coup d'État du général Pinochet au Chili, qui a été soutenu par la CIA. Ça, c'est des complots qui sont renseignés par les historiens. On a des coups d'État, on a des scandales financiers, on a des affaires de réseaux internationaux pédocriminels, comme les Epstein Files le disent. Ça, c'est des faits. Mais les complots on s'appuie quand on dénonce un complot, il faut s'appuyer sur des faits. Sinon, on est dans des rumeurs, etc. Mais la théorie du complot, c'est pas du tout ça. La théorie du complot, c'est une philosophie de l'histoire qui entend comprendre la marche du monde uniquement par une succession de complots. Et on le voit très bien dans cette image, cette iconographie qui vient du Der Stürmer nazi, donc un journal de propagande nazi, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le juif qui est planté non pas dans la terre, mais dans un sac d'argent, qui contient le monde dans son ventre et qui, de ses doigts en forme de barbelé, eh bien, manipule les événements du monde. Qu'est-ce qu'on voit dans les bulles entourées par les barbelés? On voit
la Révolution française, la chute de l'Empire byzantin, la chute de l'Empire grec, la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire la marche du monde, eh bien, ne serait pas le fait de la résultante de la volonté des peuples, ne serait pas la conséquence de grands mouvements intellectuels comme les Lumières, pas du tout. Ce serait l'action d'un petit groupe secret, malveillant et surpuissant qui aurait le pouvoir de dessiner la marche que le monde adopte. Et c'est, on va dire, cette idée principale qui est au cœur de la fresque et qui aboutit, on va dire, qui finalise la partie historique et à partir de laquelle on peut travailler avec les élèves sur la compréhension des discours et des iconographies qu'on leur propose. Alors, avant d'aller dans les cartes de la fresque pour faire le lien avec tout ce que je viens de vous raconter, je vous propose, dans un premier temps, il y a eu plusieurs réactions. Je vous propose de juste dire quelques mots, mais rapides, sur les remarques, et après on peut faire un petit temps d'échange qu'on va circonscrire, comme ça on se garde du temps pour regarder les cartes de la fresque. Alors, je lis Hervé Bissis. À une époque où il n'y avait que 40 000 juifs dispersés dans le royaume de France et où il n'était pas en question de sionisme ni d'Israël que les révolutionnaires se préoccupent du risque éventuel d'apparition d'une nation juive, déjà ça commence mal. Oui, en fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire la République universaliste qui est en gestation à la fin du 18e, eh bien, elle se préoccupe de savoir comment faire coexister des groupes sociaux entre eux. Et elle a un idéal, c'est qu'il n'y ait pas de particularité à des groupes. Et pourtant, nous appartenons à des groupes. Les juifs ont un résidu de particularité, comme les musulmans, comme les personnes issues de l'immigration, qu'elles soient portugaises ou turques ou chiliennes. Eh bien, on est construit socialement dans des groupes sociaux. Et donc, comment la République universelle gère ces groupes sociaux? Eh bien, la France a ce modèle avec l'universalisme, etc. D'autres démocraties ont d'autres modèles. Les pays anglo-saxons mettent en place ce qu'ils appellent les identity politics. Donc, ils ont une gestion communautaire des minorités où il y a des lieux réservés par les minorités. Il y a certains droits accordés à certaines minorités et pas à d'autres, ce qui n'est pas du tout le modèle français. Je suis pas là pour dire ce qui est mieux ou moins bien. Je dis juste qu'il y a plusieurs moyens de faire nation, c'est-à-dire de vivre ensemble, en considérant l'existence des groupes. Et la France a un paradoxe à résoudre, qui n'est d'ailleurs toujours pas résolu. On le voit beaucoup avec la considération de la République envers les musulmans. La République universelle a plein d'avantages, mais elle a du mal avec la gestion des gens qui font groupe. Et les Juifs, on va dire que c'est le premier cas on va dire, géré par la France, puisque il a eu lieu finalement, il a été au centre de beaucoup de débats pendant la Révolution française et tout le long du 18e siècle, 19e siècle, pardon. Hervé Bessis fait une remarque encore importante. Effectivement, aujourd'hui, les théories raciales n'existent presque plus. Presque plus personne ne revendique une hiérarchie des races biologiques, mais par contre, il a muté. Il est ethno-différentialiste, c'est-à-dire que eh bien, un tas de groupes, surtout à l'extrême droite évidemment, mais pas que, à gauche aussi, considèrent qu'il y aurait une incompatibilité culturelle entre des groupes sociaux et donc il faudrait qu'elles vivent séparées. Voilà, vous voyez les propositions d'Éric Zemmour ou de certains dirigeants du Rassemblement national proposent une remigration pour que les groupes se séparent et que chacun reste bien dans sa culture. Laurent Ménard, de l'antisémitisme, n'y a-t-il pas basculé aujourd'hui vers l'antisionisme, en ayant en plus avec ce nouveau vocable une bonne conscience à discuter plus tard, j'imagine. On peut en discuter, mais c'est pas notre sujet ce soir. Moi, je pense pas déjà, je pense pas qu'il y ait de bascule. On va dire les discours, on va dire sur les juifs ou contre les juifs, eh bien, ne se remplacent pas les uns les autres, ils s'additionnent. Et la question de l'antisionisme, pour moi, il faut détailler qu'est-ce qu'on entend par antisionisme, parce que c'est un mot polysémique. Il n'a pas de définition consensuelle. On a des antisionismes israéliens aujourd'hui.
Je regardais un député de la Knesset communiste qui disait nous revendiquons. Il disait l'antisionisme est un devoir, et pour nous, l'antisionisme, c'est l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie et la création d'un État palestinien à la frontière 67. C'est-à-dire ce qu'il entend par antisionisme, c'est exactement ce que des gens vont se dire sionistes vont dire. C'est-à-dire un État juif, un État palestinien. Donc, ces mots-là, je pense qu'il faut les étudier. Qui dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller dans le détail, sinon on aboutit à un clivage qui, moi, m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que recouvre le concept plutôt que le mot. Voilà. Mais après, évidemment, il y a des formes d'antisionisme qui sont antisémites, c'est absolument évident. J'en ai donné un, l'antisionisme conspirationniste, qui a des formes renouvelées aujourd'hui. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres formes d'antisionisme antisémite, que ce soit chez les négationnistes, que ce soit chez les décoloniaux, que ce soit chez les djihadistes. Il y a d'autres formes d'antisionisme complètement antisémites. Mais voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que notre objectif, c'est de parler du 19e ce soir. Hervé Bessis encore. Ce socialisme nationaliste antisémite de la fin du 19e n'est-il pas le précurseur de courants d'ultra-droite, minoritaires aujourd'hui par rapport aux identitaires, comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, qui se réclame du socialisme de Proudhon et dont le slogan est Gauche du travail, droite des valeurs? Oui, tout à fait. Alain Soral se revendique du socialisme nationaliste, ancienne mode. Alain Soral est conspirationniste, antisémite, négationniste, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un concentré d'antisémitisme. Il cumule toutes les théories antisémites et, euh, il se met dans cette vague-là. Mais après, cette ultra-droite, oui, certes, est minoritaire, on va dire, dans les discours publics, mais c'est aussi le cas du GUD, par exemple, le groupe Union Défense de Frédéric Chatillon, qui prône ce même logiciel, hein. Et Frédéric Chatillon est aujourd'hui encore très proche de Marine Le Pen. C'est aussi le cas d'Axel Lousteau, voilà, qui forment toujours la garde rapprochée et de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc il y a une apparence, il y a un discours qui est normalisé, qui est assaini, mais dans les liens et la doctrine politique, il n'y a pas tellement de différence en réalité. Mais pour comprendre l'antisémitisme au Rassemblement national aujourd'hui, c'est aussi un sujet. Je voudrais pas qu'on tombe dedans, mais c'est un grand sujet aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme remarque? La caricature de Hanouna par LFI. Alors bah, celle-là, c'est plus une reprise la caricature d'Hanouna par LFI, c'est, voilà, vous vous souvenez donc, ils ont fait passer une photo d'Hanouna dans le logiciel de Elon Musk, l'intelligence artificielle de Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, et ils ont sorti une image de Hanouna déformée qui reprend tous les codes de la caricature nazie. La ressemblance entre le juif sus, affiche d'un film nazi et l'affiche de LFI est troublante. Je suis pas du tout en train de dire que le responsable est Elon Musk, hein. Les responsables sont la France Insoumise, c'est eux qui ont diffusé cette affiche-là. Mais ça interroge à différents endroits. Déjà, la stupidité des communicants de la France Insoumise qui n'ont aucune culture et qui sont même pas capables de remarquer ce qui a été tout de suite vu par tout le monde, ça a choqué énormément. Donc là, il y a un sujet. Il y a un sujet aussi sur les sources utilisées par certaines intelligences artificielles. Il y a quelque chose d'assez inquiétant en réalité, hein, sur ce phénomène. Mais voilà, je pourrais vous envoyer des références si vous le voulez sur cette affaire-là. Il y a mon co-auteur Samuel Delors qui a fait toute une vidéo sur la caricature d'Hanouna. Voilà, si vous la voulez, je pourrais vous la partager ensuite. Les chrétiens qui sont opposés à l'antisémitisme. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, bien sûr, mais c'est pas mon sujet ce soir. Aurore Berger annonce que la lutte contre l'antisémitisme doit passer contre la lutte contre l'antisémitisme. Je ne voudrais vraiment pas déclencher un débat sur la politique aujourd'hui, ce soir. C'est vraiment des affaires très politiques et politiciennes. Bon, ils ont proposé un projet de loi en dernier, dans la dernière, dans une donc c'est le parti du gouvernement qui a proposé dans sa niche parlementaire ce projet de loi. Ils l'ont mis en dernière place sur la liste. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit traité.
le Conseil constitutionnel a dit, le Conseil d'État a dit que la loi était anticonstitutionnelle. Elle est mort-née, cette loi, voilà. Mais je reviens pas là-dessus. Il y a plusieurs textes intéressants qui sont sortis à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'agitation, alors que, en fait, bon, la loi n'a pas de chance. Elle est déjà enterrée. Donc, il y a eu beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, je trouve. Mais elle met en lumière, en fait, des conflits de définition très fort sur la manière dont doit être défini l'antisémitisme lié au conflit israélo-palestinien. Et sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. On pourra refaire une discussion ensemble si vous le voulez, mais là, c'est pas mon sujet. Je suis désolé, je reviens sur notre sujet. Euh, voilà. Bon, est-ce que vous voulez faire il y a des questions ou des remarques, mais s'il vous plaît, sur notre sujet, l'antisémitisme au 19e, pour ce soir. Et voilà, je redis ça, si vraiment vous voulez voir un autre aspect de l'antisémitisme, n'hésitez pas, mais on réorganise une discussion, ce qui me permet de refaire un exposé, de reproposer un contenu qui permette, voilà, de structurer une discussion et que ça soit pas une discussion de comptoir pour qu'on avance ensemble. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de venir aux formations que j'anime, hein. La prochaine à Paris aura lieu les 12 et 13 mars. Si vous voulez plus de questions, n'hésitez pas à me le demander. Mais là, c'est le cadre où on peut parler de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Voilà. J'ouvre la parole. Béatrice, allez-y, allez-y. Oui, juste une question. Pourquoi avoir choisi justement de traiter de l'antisémitisme au 19e siècle? Il y avait une raison particulière? Oui, c'est par rapport à la fresque. Oui, mais en l'occurrence, En l'occurrence, en fait, il faut attendre la dernière partie sur les cartes de la fresque. Mais avant cette dernière partie où on regarde la fresque dans sa dynamique et les cartes qui se rapportent à ce que je viens de dire, on fait juste un temps. Voilà, s'il y a des choses qui sont pas comprises ou s'il faut détailler, là c'est un moment si vous avez des questions plus précises. Voilà. ok, merci. Et par ailleurs, je pense que pour Béatrice, pour répondre à votre question aussi plus au-delà de la pure forme, je pense que c'est important de comprendre d'abord l'antisémitisme primaire, comme on l'appelle, du 19e, avant d'aller sur les formes, disons, plus contemporaines, qui sont d'un côté l'antisémitisme du rejet de la culpabilité de la Shoah, qui apparaît dans l'après-guerre, et deuxièmement l'antisémitisme lié au conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est important d'abord de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est cette théorie. Donc il y a aussi, on va dire, un plan pédagogique en s'attaquant d'abord à l'antisémitisme du 19e. Oui, je suis d'accord, d'autant que ça l'inscrit dans le patrimoine français et ça, c'est super important. Ouais, ouais. Muriel, désolé. Ben il est 20h30. Je vous propose qu'on, à 40, on regarde les cartes. Comme ça, on a les 20 dernières minutes sur les cartes de la fresque. Et on pourra refaire un petit temps d'échange, je suis pas pressé à la fin. À quelle date la théorie raciale a été réfutée par la communauté scientifique? Eh bien, non, non, c'est une bonne question, c'est lié à notre sujet. Eh bien, déjà, au 19e, on a plusieurs scientifiques qui s'opposent à la théorie des races, et d'un point de vue scientifique. Mais on a même des racistes qui s'opposent à la théorie des races parce qu'elle n'est pas scientifique. Donc c'est intéressant. Je pense notamment à Ernest Renan, fameux nom, qui a fabriqué le roman national français. Ernest Renan est un antisémite qui, donc, d'inspiration réactionnaire, euh, alors, réactionnaire, je sais pas en fait. En tout cas, conservateur. Mais, euh, mais lui s'oppose à la théorie des races. Et après le grand moment, on va dire, de disqualification, mais c'est au-delà de la communauté scientifique, c'est vraiment l'après-Shoah, où là, on va dire, ça devient un consensus absolu que la théorie des races vu ce à quoi ça aboutit, tout le monde l'abandonne et dit non, on va pas aller vers là, on va pas refaire ce qui s'est passé. Euh, donc on abandonne la théorie des races. Mais il y a des débats qui sont très intéressants à l'UNESCO, par exemple, dans les années 50. Justement, on voit, c'est le dernier moment où les derniers abandonnent cette théorie des races. Oui, mais comment on parle des ethnies? Oui, mais comment on parle des peuples? Euh, comment on parle du racisme sans parler des races? Euh, Toutes ces questions, en fait, vont être traitées dans différents espaces scientifiques, avec les avancées de la biologie, qui va mettre en lumière par la génétique, mais aussi d'autres arguments,
qu'il n'y a pas de réalité sur la théorie des races, mais aussi des arguments politiques, et c'est beaucoup les arguments politiques qui vont permettre, ou sociopolitiques, on pourrait dire, qui vont permettre de sortir de cette théorie. Encore deux questions, deux remarques. Au XIXe siècle, toute l'extrême droite de l'époque était antisémite, mais l'ensemble de la gauche était aussi antisémite, y compris Jean Jaurès, jusqu'à l'affaire Dreyfus. Est-ce qu'une partie de la gauche et de l'extrême gauche actuelle ne fait pas un retour aux sources? Eh bien, moi, je le dirais différemment. Je dirais que, en fait, l'antisémitisme n'a pas de bord politique. Oui, euh, alors je dirais pas tout, je dirais pas l'ensemble de la gauche. On pense à plein d'auteurs socialistes, communistes et même anarchistes qui sont opposés à l'antisémitisme comme doctrine au XIXe siècle, hein, de Bernard Lazare à d'autres. Bon, alors, il y avait beaucoup de juifs, mais pas que, il y avait aussi des non-juifs, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Mais je dirais, même après l'affaire Dreyfus, il y a toujours de l'antisémitisme à gauche. Et donc, je ne parlerai pas de retour aux sources. Je dirais, il y a toujours eu de l'antisémitisme à gauche, en fait. C'est pas quelque chose. Mais la gauche raconte une histoire qui est en partie vraie, en partie fausse. C'est que les gauches, politiques ou sociales, sont les endroits de la société où, même s'il y avait de l'antisémitisme, eh bien, c'était aussi les endroits où il y avait le plus de résistance face à l'antisémitisme. Et ça s'est vu pendant l'affaire Dreyfus, pendant la résistance au nazisme, avec l'action des communistes, mais aussi des socialistes et d'autres, et aussi dans l'élaboration du droit antiraciste dans la seconde moitié du XXe siècle, hein, de la loi Guesso à la loi Taubira, en passant par la loi Pleven, etc. Bon, je l'ai pas fait dans le bon ordre, mais vous avez compris. Et là, on est dans un moment antisémite qui s'exprime à gauche, mais pas que. C'est pas qu'à gauche qu'il y a un moment antisémite. Je veux dire, ce qui est assez perturbant pour des gens qui connaissent pas bien l'antisémitisme dans le débat public actuel, c'est que tout le projecteur médiatique est mis sur l'antisémitisme à la France insoumise. Et en fait, à raison, il y a des très bonnes raisons de mettre en lumière toutes les sorties antisémites de la France insoumise, euh, les énièmes polémiques déclenchées par des provocations, des théories euh, complètement incroyables, les écrits de Jean-Luc Mélenchon extrêmement virulents contre des personnalités juives parce qu'elles sont juives. Je pense notamment aux attaques de Mélenchon contre Jérôme Gage, mais d'autres aussi, hein. D'autres réécritures historiques sur la Shoah qui sont absolument délirantes. On a vraiment des reculs très graves du côté de la France insoumise, mais il y a un effet paradoxal du projecteur médiatique, c'est que la France insoumise prend tellement de place dans le débat qu'on en oublie l'antisémitisme au RN qui est toujours présent. Vous avez, euh, vous avez Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, qui accusait le CRIF d'être responsable de l'antisémitisme et de l'immigration débridée en France. Il accusait le CRIF d'être l'agent du grand remplacement en France. Donc il y a quelque chose de délirant. Il accuse une institution juive d'avoir le pouvoir d'influer sur les politiques migratoires françaises et d'être responsable des attentats antisémites en France. De- cette théorie du grand remplacement, eh bien, c'est une théorie complotiste qui a une histoire, qui date de Napoléon d'ailleurs, l'idée que les Juifs viendraient en France pour organiser l'immigration d'éléments extra-français, ou voire extra-européens, pour déstabiliser la nation française. Donc ça, on le voit aussi beaucoup au RN à travers les accusations contre Georges Soros, qui est accusé d'être un agent de la décadence française en étant responsable de la loi sur le mariage pour tous, de la diffusion du droit à l'avortement en Europe, qui a pour objectif de dénataliser les chrétiens. Bon, on rentre dans des théories absolument délirantes et auxquelles beaucoup de cadres du Rassemblement national adhèrent, et pas seulement les brebis galeuses, comme Jordan Bardella le dit. Mais, pardon, je suis en train de dériver sur l'antisémitisme au RN, qui n'est pas notre sujet.
Allez-y, Irène, je vous en prie. Euh, Comment on explique en revenant au 19e siècle que vous nous expliquez tellement bien les mécanismes différents du racisme et de l'antisémitisme, et comment on explique qu'on a l'impression quand même que les vagues d'antisémitisme s'accompagnent d'une augmentation du racisme et que les creux arrivent en même temps. C'est-à-dire, ma question, c'est comment on comprend, alors que les mécanismes sont pas du tout les mêmes, pourquoi est-ce que ça marche ensemble? Alors, c'est une question très importante et c'est compliqué d'y répondre simplement. Vous avez raison sur un point et vous avez tort sur un autre. Ok, C'est-à-dire, vous avez absolument raison de dire qu'il y a une augmentation. On le voit à partir des années 2000, il y a une augmentation. Je prends cette question qui n'est pas dans notre sujet, mais elle est importante pour la fresque, par contre. Euh, il y a une augmentation de tous les racismes en France et en Europe. Je pense, pour les États-Unis, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais on a une augmentation de toutes les formes de racisme à partir des années 2000. Quand je dis toutes les formes de racisme, en fait, j'englobe donc antisémitisme, racisme anti-musulman, islamophobie, mais je fais pas le débat sémantique maintenant. Racisme anti-asiatique, anti-tsiganisme, donc comme les populations vues comme roms, voyageurs, etc. Et négrophobie, donc racisme anti-noir. Et en fait, on voit qu'il y a augmentation. Voilà, il se passe quelque chose au tournant des années 2000 qui peuvent s'expliquer par plein de théories, mais il y a pas d'accord sur qu'est-ce qui provoque ça. Mais on peut dire qu'on voit depuis les années 2000, on va dire, reprise des guerres, des grands conflits internationaux, euh, augmentation des mouvements populistes et des autoritarismes. On a monté des extrêmes droites, ça explique pas tout, mais c'est une partie de l'explication quand même, au niveau mondial. Et on a une exacerbation du nationalisme. Donc ça veut dire repli identitaire, haine de l'autre exacerbée. On voit avec la démocratisation d'Internet, donc dans le tournant des années 2000, que, qu'il y a une démocratisation des théories racistes, qui dans le cas de l'antisémitisme, se diffuse beaucoup par le complotisme en ligne. Mais sur les autres formes de racisme se diffusent aussi différemment, avec aussi des théories complotistes, hein. Et mm, donc ça, c'est un premier point sur lequel vous avez absolument raison. Sur les chiffres du racisme et de l'antisémitisme, je pense que c'est un indicateur important, mais il faut regarder quelque chose. C'est que, en fait, on a un comptage des actes antisémites qui est assez efficace, en fait, pour une bonne raison. C'est que on a des institutions juives qui, à partir des années 80, le CRIF, qui est à l'origine du SPCJ, du service de protection de communauté juive, en fait, qui va développer tout un tas de moyens pour que les actes antisémites soient comptés. Et la République universaliste ne peut pas accepter qu'on compte que les actes antisémites. Donc elle compte aussi les actes racistes en général. Mais la méthode pour le faire, elle n'est pas très claire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conseil représentatif des personnes qui vivent du racisme de France. Et donc, les acteurs au sein des communautés reconnues, eh bien, sont pas les mêmes. Alors, ils commencent à comprendre ça au tournant des années 2010, où ils mettent en place ce qu'ils appellent le comptage des actes anti-musulmans, qui sont étonnamment faibles au vu des affaires médiatiques qui parsèment l'actualité. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'organisme partenaire de l'État pour les accompagner dans ce recensement. Et, euh, Là, il est en train d'être mis en place, c'est la solution Adam, qui d'ailleurs est très liée au SPCJ, et c'est une très bonne chose qu'ils apparaissent, qui sont en train de mettre en place voilà, des protocoles de comptage des actes anti-musulmans afin de croiser les chiffres avec les données de la police. Et ça nous fera voir que les chiffres sont absolument sous-estimés.
Donc, Mm. aujourd'hui, en fait, l'ensemble des actes racistes, enfin, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais en fait, quand on regarde les courbes, la courbe de l'antisémitisme colle presque à celle des actes racistes, mais parce que s'il y a, par exemple, 100 actes racistes comptés et 80 antisémites, bah, on a fait le total 80 plus 20. Donc, c'est la courbe qui a le plus de comptage qui dessine la forme générale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, on va dire, le Mm. fait que les actes antisémites soient bien comptés, enfin bien, je sais pas, en tout cas, soient mieux comptés que les autres, pour plein de raisons. Je vous en ai donné une, mais il y en a d'autres aussi. Eh bien, ça fait que la courbe du racisme adopte celle de l'antisémitisme. Mais en fait, si vous voulez, c'est tout le paradoxe que j'essaye de vous faire comprendre avec le moment de la mise en place des consistoires au moment napoléonien, c'est que ce moment n'a pas eu lieu pour d'autres minorités. On a en France du racisme anti-asiatique, mais on n'a pas de reconnaissance de l'État de groupes issus de l'immigration asiatique, officiellement. Ils existent, évidemment, mais ils ne sont pas reconnus en tant que groupe. Mais l'État, quelque part, reconnaît l'existence d'un groupe juif, vu qu'il reconnaît le CRIF comme un interlocuteur euh, qui défend les intérêts juifs. Donc, c'est aussi des paradoxes, mais qui sont dus à l'histoire, pas à une malveillance juive ou à un complot juif. Et sont dus au fait que, notamment, il y a eu la Shoah, ce moment où eh bien, le CRIF se constitue et où il devient un interlocuteur des pouvoirs publics qui s'est installé dans le débat public. Voilà, on a d'autres petits groupes qui sont reconnus, des minorités chrétiennes, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, l'Église catholique, mais qui n'est pas minoritaire, qui est majoritaire même, on va dire, est reconnue. Euh, il y a aussi des organisations arméniennes, de la diaspora arménienne qui sont reconnues. Voilà, il y a deux petites minorités. Mais on va dire les grosses minorités qui sont pas reconnues, qui peinent à être reconnues, c'est les musulmans. Euh, voilà. Et ça crée toutes sortes de troubles aujourd'hui. On prend une dernière question et on passe aux cartes, ça vous va? Question, réaction. Euh, Eh ben c'est parti alors. Je repartage mon écran. Ça va être rapide, hein. Donc dans la fresque, les moments que j'ai partagés avec vous, ils se rapportent à ces cartes-là. D'abord, évidemment, vous savez, dans la première phase, alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas suivi la fresque, parce que du coup, je peux pas reprendre toute la dynamique de la fresque, sinon j'en ai encore pour 1 heure. Donc je vais directement aller aux cartes. On a donc dans la dynamique de la fresque, au début, vous savez, un moment où on place les cartes des grandes périodes historiques, euh, avec donc le moment de la Révolution française, qui est un moment en fait qui peut générer des questions. Donc vous voyez, il y a le recto ici. Vous voyez mon écran, ça va? Ouais, très bien. Ok, super. Donc vous voyez l'image ici de la Révolution française, la liberté guidant le peuple, hein. Et au verso, donc des petits points qui résument cette période. Les Juifs accèdent à l'égalité en droit. Les Juifs sortent du ghetto et s'intègrent parmi les populations européennes. La France est le premier pays à accorder une citoyenneté aux Juifs. Ils s'intègrent ou s'assimilent à la société française. Voilà. Donc ça, c'est un premier moment. Ensuite, dans les grandes accusations qui arrivent au 19e siècle, pardon, je passe tout ce qui... Voilà. Donc il y a évidemment les Juifs et la finance. Vous voyez, c'est vraiment le cœur de la fresque, en fait, ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce premier webinaire sur le 19e pour comprendre le cœur de la fresque, un moment qui est vraiment important pour que les élèves comprennent. Les accusations des Juifs et de la finance, qui est en même temps une réaction aux nouvelles conditions de vie des Français, et en même temps une collusion avec les vieux préjugés diffusés par l'Église. Donc je reprends la carte de ce vieux préjugé diffusé par l'Église, les Juifs et l'argent. On le voit avec la trahison de Judas qui vend Jésus pour 30 deniers. Donc voilà, c'est la première partie, les Juifs et la finance. Le premier chapitre de notre... non, le deuxième chapitre, pardon, de l'exposé que je vous ai fait. Vous avez les théories raciales. Donc on a ici l'image de la catégorie raciale dans un manuel scolaire de la Troisième République en 1905. C'est ce qui permet aussi, c'est un moment important de la fresque, de faire comprendre c'est quoi les intersections entre racisme et antisémitisme. Ça, c'est un moment important, donc avec les théories raciales. C'est donc, je vous redis pas, hein, mais les critères biologiques qui se prétendent scientifiques.
avec tout en haut de la liste les Aryens et tout en bas les Sémites. Donc ça, c'est cette carte-là. L'idée que les Juifs formeraient un peuple parasite, donc on l'a résumé avec l'accusation de parasitisme. Comme illustration, on a mis euh, en fait une caricature antisémite dans le journal Der Stürmer, donc nazi, où on voit cette idée du complot juif, où le juif est représenté comme un ver. Donc les juifs comme des parasites, on a beaucoup les juifs comme des poux, les juifs comme des rapaces, des corbeaux, des vautours. Donc c'est vraiment cette idée-là, la caricature. Ils disent, bestialisent les juifs comme des espèces charognardes ou parasites. Ça, c'est un classique de l'iconographie antisémite. Vous voyez, les juifs sont accusés d'exploiter les travailleurs par la finance et de vivre à leurs dépens comme des parasites. Bon, c'est ça le contenu de cette carte-là. Donc la théorie du complot, évidemment, c'est l'accusation, on va dire, ultime, qui est celle de dominer le monde, avec ce juif rapace, d'ailleurs, qu'on voit avec ses serres, ses mains et ses griffes, ses serres, donc à la place des doigts, de pieds et des mains, qui englobe le monde. C'est une carte postale assez populaire en France au début enfin, à la fin des années 30, qui s'appelle le capitaliste juif. Alors, il n'y a pas toute l'image, mais en bas de la carte postale, il y a écrit sur 100 Français, un capitaliste, sur 100 Juifs, 80 capitalistes. Donc, une sociologie douteuse, un sondage douteux, enfin, une sociologie douteuse, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Dès la Révolution française, des auteurs accusent les Juifs de contrôler la presse, la finance, les révolutions dans des récits de complot mondial. Les Juifs sont accusés de former une société secrète responsable de la Révolution française aux côtés des francs-maçons et des Illuminati et avec la volonté d'abolir les monarchies partout dans le monde. Donc avec un petit focus sur les protocoles des sages de Sion. Donc voilà, dans les cartes aller plus loin ici, on a, donc ça c'est les versions, on va dire, un peu plus élaborées, soit pour les adultes, soit quand on a 3 heures, on peut placer ces cartes-là, sémites et antisémites, revenir sur ce que j'ai appelé déviation sémantique. Une carte sur les protocoles des sages de Sion, où c'est le moment d'en parler, voilà. Mais dans les cartes du tronc commun, ce qui est important, c'est, pardon, je scrolle un peu pour aller vers les cartes qui nous intéressent. Donc l'affaire Dreyfus, qui fait directement référence au programme scolaire, donc c'est important que celle-là, on y passe. Résumé de l'affaire Dreyfus en 6 lignes, voilà. Comme vous le savez, la presse, elle est là pour comprendre les mécanismes, pas s'attarder sur chaque affaire importante. Mm. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans la fresque et qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a que 1 heure et demie à 2 heures avec les élèves. Donc, on a fait des choix douloureux pour sélectionner qu'est-ce qu'on garde pas. Ah oui, on a remis une couche donc dans les versions pour aller plus loin sur la Révolution française, le moment où les Juifs deviennent citoyens. On a, bon, ça c'est sur l'affaire Dreyfus, ça c'est, ah oui, il y a un petit chapitre dans la fresque donc qui s'appelle, c'est le moment des résistances du peuple juif. On développe voilà, on montre un peu la variété des réponses à l'antisémitisme afin de réinscrire le sionisme comme une théorie valable parmi les autres. Et du fait aussi que les autres, eh bien, ont échoué. Donc c'est un peu ça l'enjeu enfin le dispositif qu'on a créé pour que ce mot, eh bien, soit ne devienne plus un gros mot, soit que les élèves comprennent que ce n'est pas un gros mot. Donc on a mis une case sur le syndicalisme socialiste en simplifiant les concepts par rapport à ce que je vous ai exposé évidemment. Le sionisme avec la couverture du livre de Herzl, l'assimilation. On l'a mis, hein. C'est une proposition, mais qui n'a pas fait long feu, mais qui a existé. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre carte liée? On a des cartes de personnalité, donc Léon Blum, donc personnalité importante de la fin du 19e, début 20e. Bon, voilà les cartes. Pardon, je fais l'inventaire parce que je ne me rappelle pas exactement. Et ça, évidemment, c'est les caricatures antisémites. Voilà, j'arrête ma présentation ici.
Est-ce que vous voulez me faire des retours? Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion d'animer la fresque? Est-ce que ça rentre en résonance avec des moments que vous avez vécus? Voilà, je vous laisse la parole. On peut prendre 15 minutes et après on s'arrête parce que il est tard. Euh, on peut prendre ce moment pour échanger sur vos impressions, vos retours. Si vous voulez aussi me faire des retours sur cette présentation, c'est bienvenu. Voilà. Ou alors vous en avez marre et vous voulez qu'on arrête. Il n'y a pas de problème, je l'entends aussi. J'ai beaucoup parlé. Il y a une question sur le chat, hein, qui n'a rien à voir avec le Ah 19e pardon, je l'ai siècle. pas vu. Qui n'a Je l'ai rien à pas voir avec le vu. 19e siècle, mais il y a une question. J'ai pas vu Alors attendez, je me. Où c'est? Chat. Ah voilà, c'est là. Pardon. Mon chat n'était pas accessible. Antoine est parti. Euh, nanana, les questions à me semble qu'il n'y a pas, c'est pas des acteurs assistants si vite. Je vais activer Zoom aussi. Un mot sur Epstein Files. Eh ben, c'est la merde. Je veux dire, on a des faits avérés sur les Epstein Files. On a un vrai cas. En fait, on a superposition entre des faits réels et des théories complotistes délirantes. Les faits réels, c'est quoi? Un juif financier milliardaire très connecté au monde de la culture, de la politique, en lien avec les puissants. Voilà, il fréquentait Vladimir Poutine, Donald Trump, etc. Est impliqué dans une affaire de mise en place d'un réseau de pédocriminels international dans une ampleur délirante auquel on n'a pas encore tous les liens, toutes les accointances, mais il y a des liens avec des personnalités françaises, on l'a vu avec Jack Lang récemment, des liens avec des personnalités aux Amériques évidemment, mais aussi en Russie, etc. Donc ça, c'est les faits avérés. Et, et ces faits avérés, eh bien, rentrent en collusion avec des théories complotistes qui dénoncent depuis des années des réseaux pédosatanistes, juifs. euh, on a les vieilles accusations de perversité sexuelle chez les juifs qui circulent depuis le 19e. J'en ai pas parlé spécifiquement, mais voilà, il y a beaucoup d'accusations dont j'ai pas rendu compte. Mais l'idée que les juifs seraient des pervers sexuels, c'est quelque chose qu'on a, bon, même avant le 19e, mais qui sont très diffusés au 19e. L'idée que les juifs serait bisexuel ou homosexuel et que ce serait une perversité, bon, dans le langage des antisémites, pas le mien évidemment. L'idée que les juifs voudraient euh, dénaturer la famille chrétienne, qui serait à l'origine de la légalisation de l'homosexualité. Ça a été beaucoup des accusations qui ont été faites à Robert Badinter lorsqu'il a dépénalisé l'homosexualité. L'idée que les juifs pratiqueraient des rituels sur des enfants et des rituels sataniques, donc en lien avec le diable, c'est quelque chose qui est très ancien. Et donc là, les Epstein Files, du fait de la réalité de l'affaire, ce financier juif impliqué dans ce réseau, et de ces accusations en circulation depuis un moment, eh bien, elle crée un moment, on va dire, de validation des théories complotistes pour eux, évidemment, pas pour nous. Ce qui fait que leur théorie gagne une force incroyable et il se passe quelque chose de très très inquiétant sur les réseaux sociaux à ce niveau-là, puisque beaucoup de complotistes se refont une santé alors qu'ils avaient été discrédités. Je pense notamment à Dieudonné, qui met en avant le fait que son nom se retrouve dans un mail, dans un échange entre Rothschild et Epstein. Et donc, il prétend que son retrait de la scène publique, enfin sa disqualification de la scène publique est due à l'action des Rothschild, au plan des Rothschild et des Epstein dans un projet de malveillance contre lui. Et c'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas, pour les complotistes, c'est pas les faits, c'est pas le contenu des échanges. C'est vrai. Voilà, apparemment, Ariane de Rothschild et Epstein avaient une amitié, enfin, c'est peut-être pas une amitié, mais en tout cas une relation soutenue. Il y a énormément d'échanges, plus de 4500, si je me souviens bien, dans un article.
Mais c'est pas le contenu, la nature de leur lien qui importe à Dieudonné. C'est le fait que Epstein et Rothschild discutent ensemble, ce qui est la validation de la théorie du complot juif. Voilà, j'ai publié alors il y a un article qui va sortir dans le Nouvel Obs, parce que j'ai fait un papier à ce propos-là. Il sortira jeudi dans la version papier, si j'ai bien compris. Vous retrouverez voilà, toute une interview où je parle en long, en large, en travers des Epstein Files. Enfin, non, pas en long, en large, en travers. Où je donne des éléments, mais qui vous parlent de cette théorie. Hervé, merci pour ce compliment. Et ben c'est possible, ça se passe dans mes formations, c'est un autre moment de pub. Ça se passe aussi dans mon livre, Le petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. Même Euh, excuse-moi, mais même la fresque, voilà, dans la fresque, c'est Sylvie qui parle. tout à Euh, fait. il se passe que on parle de l'Antiquité en fait, hein. Exactement. Là, il y a eu ce zoom, moi, dont je te remercie, c'était brillant, passionnant, et y compris quand on connaît des choses, c'est vraiment, tu as remis une perspective là. Mais je me posais quand même une question, j'ai mis un point là en disant que il n'y a pas, je crois, à l'éducation nationale de recensement séparé des actes racistes et antisémites. Ils les mettent ensemble dans les actes qui se passent à l'école. Je ne sais plus comment s'appelle le service où ils répertorient tout ça. Et je voudrais savoir, par rapport à la perspective que tu as donnée, qu'est-ce que les élèves en disent? Parce que est-ce que de ce fait, ils disent ben, racisme et antisémitisme, c'est la même chose? Est-ce que on arrive à montrer justement qu'il y a des mécanismes à l'œuvre qui sont en partie différents? Est-ce que c'est le but d'ailleurs? Enfin, pour moi, c'est un des buts, hein, puisque c'est quand même pas tout à fait les mêmes leviers. Euh, Certains le sont, d'autres pas. Donc, quelle est la politique quand on anime la fresque? Je ne suis pas toujours au clair par rapport à ça. Eh bien, ça, c'est une bonne question. Alors, je vais faire deux réponses. D'abord, du point de vue des sciences sociales et de l'autre, du côté de la fresque, ce qu'on assume dans la fresque. Eh bien, en fait, il n'y a aucun consensus pour savoir si l'antisémitisme est un racisme ou non. Il n'y a pas de consensus dans les débats. Voilà. Euh, c'est pas du tout ni acquis que l'antisémitisme est un racisme, ni acquis que l'antisémitisme n'est pas un racisme. Il faudrait développer longuement pour expliquer. Ce qui est clair, c'est que ça se crée en même temps les deux. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'effectivement, l'antisémitisme ne se déploie pas de la même manière que le racisme à l'égard des autres populations, mais même au sein des racismes à l'égard des autres populations, ça se déploie pas de la même manière. C'est-à-dire, le racisme anti-musulman ne se déploie pas de la même manière que le racisme anti-asiatique. Il suit pas le même calendrier, il s'adresse pas aux mêmes populations, il n'a pas la même histoire, c'est pas les mêmes accusations qui sont en circulation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, dans notre association, on différencie les 5 formes principales de racisme en France: antisémitisme, islamophobie et racisme anti-musulman. Il faudrait aussi accoler racisme anti-arabe, mais ce qui est un peu différent en fait, voilà. Anti-tsiganisme, négrophobie et racisme anti-asiatique. Et ça fait beaucoup, mais en fait, je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligé de dire, il y a des spécificités qui sont dues au groupe, qui sont dues à l'histoire du groupe majoritaire vis-à-vis de ces groupes. Il n'y a pas la même construction historique, il n'y a pas les mêmes accusations. Le calendrier est pas le même. Et ça, c'est ma réponse à moi. C'est pas la réponse, mais quand même, cette réponse-là, elle est de plus en plus partagée dans la science sociale, même si elle n'est pas consensuelle absolument. Et vis-à-vis de la fresque, je dirais que en fait, on teste. En fait, notre méthode sur les questions, sur les points, sur ces points-là, en fait, on le fait plus simplement. On dit voilà. En fait, il y a plusieurs formes de racisme qui s'adressent à plusieurs groupes. Et aujourd'hui, on parle de l'antisémitisme. On teste cette façon de le dire, cette façon de le présenter. Euh, Ce qui permet aussi, d'un point de vue, on va dire, tactique, alors ça se base aussi sur des faits scientifiques, hein, sur une recherche scientifique, mais d'un point de vue, on va dire, stratégique, ça permet aussi de réinscrire les juifs comme des victimes du racisme en général, et ça c'est important.
et pas de prôner une séparation où l'antisémitisme serait soit pire, soit moins pire que d'autres formes de racisme, ce qui est un gros problème aujourd'hui, puisqu'on a, effectivement, Hervé le notait aussi, des gens victimes de racisme qui peuvent émettre du racisme par ailleurs. Et ça, c'est les musulmans ou les arabes envers les juifs, mais c'est aussi les musulmans, les arabes envers les noirs, mais c'est aussi les arabes envers les asiatiques, et c'est aussi les Et juifs envers envers les les blancs arabes. d'ailleurs, et envers les blancs en fait. Alors, ouais, Si le on racisme, pousse c'est quand même une question de rapport de pouvoir qui va modifier les trajectoires de vie des individus. Ouais, Il y a de la violence anti-blanc, il y a du ressentiment anti-bleu, anti-blanc. Mais ce que j'appelle le racisme, c'est ouais, quelque chose qui va avoir des conséquences vraiment, c'est-à-dire les individus de ces groupes, très peu ne rencontrent pas de racisme. ouais, Et ça va avoir des conséquences pour leur vie, de l'exclusion sociale, de la discrimination, de la violence. Voilà, dans les groupes dits blancs, c'est pas ouais. systématique, quoi. Ça arrive, des sales blancs, des agressions envers des blancs parce qu'ils sont blancs, ça existe. Mais est-ce qu'il faut le compter comme racisme? Il y a quelque chose de réactionnel dans le ressentiment anti-blanc. Après, c'est un vrai problème, hein. Je dis pas. Le fait qu'il soit pas sous l'étiquette racisme ne veut pas dire que c'est pas un problème, hein. Ouais. Personne ne devrait avoir à vivre de la violence parce qu'il est quelque chose, quoi. Bon. Et Et- juste pour terminer, oh, ouais, excuse-moi, tu parlais de 2 jours, une question après. Hop. le Pardon, 12 et Sylvie. 13 mars. Les formations que tu Ouais, fais, ouais. ça n'a pas à voir avec la fresque, c'est en plus. Non. Non, non, c'est autre chose. C'est vraiment ça. C'est pas la fresque. C'est dans le cadre de l'association Boussole Antiraciste. Mais vous pouvez chercher le site de la Boussole sur lequel vous avez toutes les informations. Je peux vous laisser mon mail aussi, hein. Euh, Mon mail, c'est le suivant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Via Sharon aussi, vous pouvez avoir mes contacts, évidemment. Mais la formation des 12 et 13 mars, elle est pour tout le monde. Et elle s'adresse à tout le monde. Et là, c'est une formation voilà, qui s'appelle Reconnaître et décrypter l'antisémitisme. Donc là, on rentre vraiment dans la compréhension fine des différentes formes d'antisémitisme pour parler d'aujourd'hui, évidemment, hein, c'est pour aujourd'hui. C'est pas un cours d'histoire, c'est quelque chose d'opérationnel. Voilà. Mais ça Et utilise. j'ai une question. Allez-y, J'ai allez-y. juste une question Attendez, à poser. attendez, Euh, excusez-moi, Sylvie. Excusez-moi. Attendez, attendez, vous avez attendez. évoqué effectivement Attendez, une seconde, quoi? juste une seconde. Pardon, juste une seconde. Sylvie, c'est bon, vous avez toutes les Oui, oui, informations? tout à fait. Donc, je comprends qu'on Ok, peut s'inscrire, je ne sais pas, je regarderai, ok, ça va. et que ça Super. peut nous aider pour la fresque aussi. Ouais. Parfait. Allez-y, pardon, je sais plus qui intervenait Non, en non, dessous. je vous en prie. Je Allez-y. vous en prie. Vous avez exposé ceux qui étaient pour l'antisémitisme au 19e, mais est-ce qu'il y a des gens, des groupes qui ont été contre l'antisémitisme, qui se sont manifestés parmi les intellectuels? Je veux parler de Charles de Péguy, qui s'est fait tuer en 1914, mais qui n'a pas hésité à écrire, qui n'a pas hésité comment, à se manifester pour Dreyfus, et qui a écrit dans son journal, qui a hébergé dans ses journaux, enfin dans sa maison d'édition, des juifs qui ne pouvaient pas éditer. Parce que l'antisémitisme, au début du XXe, il était quand même assez consistant. Donc en fait, il les a accueillis. Il avait quand même tout un réseau d'amis juifs voilà, qu'il a défendu avec d'autres. Voilà. Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui étaient contre? Voilà. Mais alors, en fait, j'ai parlé en fait, j'ai fait une petite histoire de l'antisémitisme. C'est une question importante que vous posez. J'ai pas du tout fait une histoire de la lutte contre l'antisémitisme. Mais elle est importante Oui, aussi. Et en fait, on a eu beaucoup de résistance à l'antisémitisme, surtout à partir de l'affaire Dreyfus. Quelqu'un dans le chat le disait tout à l'heure. En fait, Jaurès, qui a été virulemment antisémite avant l'affaire Dreyfus, il s'oppose à l'antisémitisme en tant que projet politique au moment où l'affaire éclate en 1894. En 1894, ouais, 98. Peut-être au moment de 98. Bon, ouais, pardon. En tout cas, pendant l'affaire Dreyfus. Excusez-moi, j'ai une confusion dans les dates maintenant. Et euh, ce qui est compliqué, c'est que à la fin du 19e siècle, l'antisémitisme, c'est un projet politique. Il est porté par des gens. Il est revendiqué. Dans l'après-Shoah, ça n'a rien à voir.
L'antisémitisme est disqualifié. Aujourd'hui, même le Rassemblement national, créé par des collaborationnistes, se revendique contre l'antisémitisme. Donc c'est pour dire que c'est pas du tout le même état d'esprit. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que Jaurès, il a été un antisémite toute sa vie. Toute sa vie, il a eu des arguments extrêmement virulents à l'égard des Juifs. Et pourtant, il a été Dreyfusard après les Dreyfusards. Jaurès, il va se battre non seulement pour la grâce de Dreyfus, mais il va se battre pour la réhabilitation de Dreyfus. Une fois que l'affaire est finie, il va continuer pour faire en sorte que Dreyfus soit réintégré dans l'armée. Et ça veut dire que ça lui importe vraiment, l'affaire Dreyfus. Et pourtant, par ailleurs, il va continuer à avoir des arguments. À la fin du 19e, je vais dire quelque chose d'assez compliqué, on peut être contre l'antisémitisme avec des arguments antisémites. Parce que l'antisémitisme, c'est un projet politique. Et c'est pour ça que je dis, oui, il y a des gens, ils ont lutté contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là que la gauche se perçoit aujourd'hui. Effectivement, elle est héritière du camp qui a combattu le groupe antisémite politique au 19e et au 20e. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pour autant, elle n'a pas exclu son antisémitisme. Et je ne parle pas de la droite, hein, j'en parle même pas, mais la droite, c'est la même chose. La droite, c'est la même chose. Elle a pas changé son logiciel antisémite sur plein d'endroits. Je rentre pas dans qu'est-ce que c'est l'antisémitisme de droite aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est assez peu thématisé. Et ça veut dire, oui, il y a plein de gens qui sont opposés à l'antisémitisme, mais est-ce qu'on parle de l'antisémitisme politique ou est-ce qu'on parle de l'antisémitisme social? De quoi on parle exactement? Il y a eu les deux. Mais voilà, chez les socialistes, vous avez Blum, vous avez, euh, pardon, les noms m'échappent. Il y en a un tas. Il y en a un tas de gens qui ont refusé l'antisémitisme. Et en tout cas, ce qui les liait, c'est qu'ils voyaient que l'antisémitisme mettait en danger leur projet politique. Et c'est ça qui les mettait en action. Certains avaient de la réelle empathie pour les juifs aussi, mais leur grand moteur, ça a été vraiment le projet républicain qui était mis à mal. C'est comme l'opposition au nazisme. Je veux dire, plein de gens ont aidé des juifs, ont, ont sauvé des juifs, ont fait des gestes de solidarité, de sauvetage, mais la majorité des résistants, ils s'opposaient au nazisme en tant que projet antidémocratique. Et la question de l'antisémitisme c'était pas le moteur principal. Et c'est pas grave, par ailleurs. Il y a plein de bonnes raisons de s'opposer au nazisme entre 39 et 45. Voilà, je sais pas si je donne quelques éléments, c'est extrêmement vaste. Les intellectuels dans... Alors, il y a un dossier qui vient de sortir, qui peut vous intéresser, qui s'appelle les intellectuels dans la lutte contre l'antisémitisme, qui est sorti dans la revue Les Archives juives. C'est Sébastien Mosban-Attanson qui a coordonné qui avait, enfin, qui a coordonné ce dossier. Il est extrêmement passionnant. Il est 21h10, ça fait 2 heures que je parle. Je vous propose qu'on se laisse là. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. J'espère à Merci à très vous. bientôt lors d'une fresque ou d'une formation. N'hésitez pas à m'écrire vraiment, ce sera avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi pour ceux, Laurent et d'autres, qui veulent Oui, déclencher une fresque. On est là pour ça. On y va, quoi, quand vous voulez. très Merci bien. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On Merci. Merci n'a pas beaucoup. reçu votre adresse mail. Vous